Alors, Lucie Marois, merci d'avoir accepté notre invitation en tant qu'auteur qui a participé et qui a fait tout le processus d'écriture avec le gardien de phare. Donc, aujourd'hui, je te reçois parce que je veux en apprendre plus sur comment tu as vécu tout ton processus. Alors, dis-moi, Lucie, avant de commencer, qui étais-tu avant l'écriture de ton livre? Que faisais-tu dans la vie au quotidien? Qui étais-tu? C'est pas mal semblable à ce que je fais depuis, après également. J'ai toujours été dans le monde des communications. Euh, D'abord, j'ai fait mes études en communication marketing. Alors, ça veut dire dans la publicité, les relations publiques, organiser des événements. Je suis une fille de Montréal, alors j'ai fait le premier et deux tiers de ma carrière, pardon, à Montréal. Dans des grandes entreprises. Puis après, je suis devenue entrepreneur. J'ai parti ma propre petite boîte je dis petite parce qu'elle était vraiment petite, en communication à Montréal. Et puis, c'était dans des années où ça bougeait dans cet univers-là beaucoup. Fait que les gros rachetaient les petits. Fait qu'à un moment, moi, je faisais partie des petits. Et puis, bon, je me suis laissé aller à laisser aller l'entreprise que j'avais. Je m'en suis défaite pour faire autre chose. Et je suis devenu entrepreneur dans le domaine touristique. J'ai eu deux auberges à Sutton. Wow! Et en même temps, j'avais commencé à tenter le terrain, à faire des conférences, puisque j'étais dans les relations publiques. Au lieu de présenter les autres, ben, je me présentais puis j'en faisais. Alors, dans les auberges, j'ai deux auberges que j'avais. Il y avait une grande, grande salle et j'ai commencé à faire des rencontres, des présentations, des formations. Et petit à petit, j'ai migré vers le coaching, les formations. Puis, à un moment donné, j'ai marié tout ça, ce bagage-là, un CV assez cossu, dans le fond, là, rempli de plusieurs expériences. Et je me suis mise sérieusement à faire de la formation, des conférences et du coaching. Wow! Très beau parcours. Oui, 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 oui. Ben, tout ça, l'attention, là, ça s'est réparti sur une vingtaine d'années, là, à peu près, là, Quand même. 18-20 ans. Et il est arrivé des choses, il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est pas un cliché, c'est donc vrai, hein? C'est donc vrai. Absolument. J'ai eu un sérieux épisode de maladie qui m'a fait mettre le genou à terre pendant un bout de temps. Ça s'appelle une invalidité longue durée, ça, tu sais. Et c'est là que tu réfléchis, que j'ai réfléchi. OK, je m'en vais où maintenant? J'avais suffisamment de bagages derrière la cravate pour avoir de quoi réfléchir, puis avoir de la matière à faire des choix. Et cette invalidité longue durée a été provoquée, entre autres, par une chirurgie intracrânienne. Ouais, c'est ça. On m'a enlevé, ce qui maintenant, je l'appelle mon diamant, mais sur le coup, j'appelais pas ça un diamant papantou, n'est-ce pas? Ça s'appelait une tumeur dans les méninges, une tumeur bénigne, mais quand même, elle est juste comme pas bien placée. Elle est à l'intérieur de la boîte crânienne, il faut aller la chercher. Alors, c'était majeur comme intervention. Puis il y en a eu deux autres qui ont suivi. Fait que tout ça, ça vient brasser la personne que je suis. Tu te dis, voyons, un peu là, je fais tout ce qu'il faut pour me construire une vie comme je la souhaite, une réussite, etc. Puis pouf, un coup de barre. Pouf, un autre coup de barre. Et trois récidives comme ça. Et, et ça m'a amené à toucher les vraies affaires, à me poser les vraies questions, à regarder ce qu'a été ma vie pour faire un choix. Pourquoi je prends le temps de dire pour faire un choix, j'aurais pu regarder ma vie, je l'avais déjà faite pour guérir de blessures de ma vie. On en a toutes quelques-unes, des petits bobos qui viennent, quelques-uns des petits bobos qui viennent de nos vies. J'étais dans ce processus-là depuis longtemps, mais là, je passais tranquillement à un autre niveau. Je le regardais comme un film je regardais ce que j'avais vécu comme un film, puis je regardais les choix que j'avais faits de carrière, de clients, de relations, de tout. Je te dirais pas objectivement, je n'ai jamais été capable d'être objective en regardant ma vie, là. Impossible, impossible. Mais de faire ça un petit peu plus curieuse. Sur quoi je me basais donc pour faire mes choix? Et c'est comme ça que j'ai continué ce processus qui m'a amené un jour, j'ai toujours voulu écrire. J'écris depuis j'ai toujours écrit depuis l'âge de 10 ans. Des pages et des pages et des pages et des pages. J'ai suivi des ateliers d'écriture avec des gens célèbres. J'ai des gens célèbres qui ont lu certains de mes textes qui m'ont encouragé à l'écriture, puis je ne l'ai jamais faite.
Je l'ai jamais. J'ai pas suivi. C'est écrit dans mon livre. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Est-ce que je peux oser demander pourquoi tu n'avais jamais osé? Tant qu'avoir écrit un livre qui s'appelle No Bullshit, on va cracher le morceau, hein? Pudeur, pour faire cute, je dirais par pudeur, mais pour dire la vérité, ben, je vais la trouiller. OK. Comme la Euh, plupart des auteurs qui veulent se je vais lancer. la trouiller, et non seulement ça, c'était je suis qui, moi, pour être publié. Mm. Il y avait comme un sentiment de pas être adéquate pour ça, tu sais, de pas être assez bonne, et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que il y avait une peur. Ça va m'amener où si je mets la main dans cet engrenage-là? Mm. Vas-tu être capable de suivre la vague dans laquelle ça va m'amener sans avoir aucune idée de ce que serait cette vague-là? Alors, tout ça pour dire que le processus d'écriture a toujours été là, sauf que la veille de ma première chirurgie intracrânienne, je suis dans mon lit d'hôpital. Puis là, ben, tu sais, pas habituel de se faire ouvrir la tête, là, s'entendre, là, que j'avais pas d'expérience là-dedans. Donc, j'ai aucune idée dans quel état je vais me réveiller le lendemain, là, moi. Je vais savoir tous mes morceaux, je vais tu sais, être dans quel état je serai. Et j'ai eu cette espèce de pulsion de prière. Demande-moi pas d'où ça sort, quoique tout le monde doit connaître la réponse d'où ça sort, là, tu sais. Et j'ai dit, laisse-moi du temps de publier un livre. Wow. Comme ça. Oui, c'est comme, c'est pas laisse-moi le temps d'en gagner 1 million ou quoi que ce soit. Mm. Laisse-moi le temps de publier un livre. Hey. C'est tout. Et puis après ça, ben, je me suis livré aux mains de la science, n'est-ce pas? Et, mais ça a pris quand même encore près de 2 décennies avant que je le fasse, ce livre-là. OK? Absolument. Et donc, euh, je me suis rendu compte que cette tumeur que j'avais, je l'ai transformée en diamant, dans le sens que, à un moment donné, je ne savais pas sur quoi écrire, puis il y a une réponse qui m'est venue, parle de ton diamant et de ce que tu as appris. Et c'est le sens de, c'est pas une histoire de chirurgie, mon livre, mais c'est l'histoire de ma vie. Et de voir justement ces chapitres de ma vie qui m'ont amené à faire des choix et à faire mon propre code de réussite personnelle. Fait que ça part d'une épreuve et où Souvent, j'ai, souvent. oui, souvent, 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 dans toutes les démarches que j'ai faites liées à l'écriture, avec des grands noms, ils disent tous la même chose. Tu t'écris à partir de ce que tu as vu, ce que tu as lu, ce que tu as entendu et ce que tu as vécu. Voilà. Puis le déclencheur, ça te prend une sorte d'indignation, de révolte, de grande peine ou un traumatisme. Bon, ben, je cochais toutes les cases, moi, là, Ah, puis c'était la candidate idéale pour l'écriture, n'est-ce pas? je vais m'y mettre. Voilà. Mais j'ai eu des grandes résistances à le publier. L'écrire, c'est une chose, tu sais, ça reste dans tes tiroirs, ça Oui, reste entre oui, toi et toi. oui. C'est pas mis au grand jour. Mais c'est là que l'éditeur est arrivé pour éplucher mes résistances à le publier. Et parlant d'éplucher les résistances, j'ai eu quand même une petite conversation avec Jérémy de votre première rencontre qui était un appel téléphonique. Ouais, Et ouais. j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette première rencontre téléphonique-là. Et là, je deviens Quelle ému, année là. ça? Je sais pas si la caméra est peut-être trop loin, là, mais là, j'ai les larmes aux yeux, là, un peu, là. Ça a été extrêmement puissant, réconfortant, dérangeant et point. Je lui ai dit à la suite de cette rencontre-là, en, en 10 minutes, t'es le seul homme, puis on était au téléphone. Téléphone. On ne s'était jamais vu, fait qu'on ne s'est pas plus vu au téléphone. Il m'a parlé 10 minutes et il a réussi à me déshabiller tout nu en 10 minutes Wow. avec cette question. J'ai fait, c'est qui ça? C'est qui ça? Je répondais assez spontanément. Première question, deuxième question, troisième question. Puis la quatrième, ça a commencé à prendre un petit peu plus de temps OK. à sortir et à sortir pour arriver à toucher ce qui était sans doute ma plus grande résistance à publier. OK. À publier.
Alors, puis une fois qu'il m'a mis tout nu, ben qu'est-ce qui te reste une fois que tu es tout nu? Il te reste plus rien, t'en as plus d'arguments. Alors, vas-y. C'est ce qui, je crois, fait en sorte que tu as continué justement avec Jérémy parce que le lien s'est créé en 10 minutes. Oui. Jérémy a cette capacité, puis étant donné que je suis coach, je reconnais les gens qui ont des antennes tout le tour du corps aussi, là, tu sais, là. Euh, Jérémy a une capacité, un talent, un don, peu importe, mais il est capable de ressentir une personne. Ça peut pas être autre chose. On est au téléphone à ce moment-là. Je ne peux pas dire qu'il voit mon non-verbal. Il n'en a aucune idée de mon non-verbal. C'est- Alors, de ressentir pour, après ça, parler sans détour. Peut-être qu'il prend des détours avec d'autres personnes, mais je n'ai pas eu ce privilège-là. Moi, il est rentré pif, droit de fond. Ça, moi, j'ai pas connu le gars qui fait des fioritures, n'est-ce pas? Je sais pas s'il en fait parfois. Pas vraiment. Euh, ouais, c'est ça. J'ai aimé le don de ressentir les gens et d'être capable d'évaluer assez rapidement par où passer pour faire réagir la personne. OK? Et je choisis mes mots en disant ça. Il n'est pas là pour faire un diagnostic psychologique, là. C'est pas un diagnostic qu'il fait. T'es pas chez un psychologue, t'es pas chez un médecin, t'es pas chez rien du tout. T'es chez un gars qui a un bagage d'homme d'affaires, d'entreprise, puis tu dis, là, d'un coup, il se met à jouer à l'éditeur, lui, puis à rentrer dans de moi pour me faire écrire. Qu'est-ce qu'il a mangé un matin entre les deux carrières? T'sais. Alors, probablement que, probablement, parce que ça ne s'invente pas, ce talent-là, il devait être comme ça en affaires également, mais il a cette capacité à saisir où ça bloque, pourquoi ça bloque. Ça, c'est le psy qui s'occupe de ça, là, t'sais. Mais où ça bloque, c'est où ça bloque et mettre la clé dans la bonne serrure pour que ça débloque. Oui, c'est vraiment un talent. En effet, c'est un talent qu'il a, puis avec tout le monde, je crois. Dis-moi, Lucie, dans tout ce processus-là, avant que tu arrives au lancement de ton livre, là, qu'est-ce qui s'est transformé le plus en toi? Qu'est-ce qui a changé à partir du moment où tu as serré la main à Jérémy et tu as dit, let's go, on part ensemble, puis jusqu'à ton lancement, qu'est-ce qui s'est profondément transformé en toi dans l'écriture? Par l'écriture ou après la publication? Par le processus d'écriture. Écoute, le livre s'appelle No Bullshit, n'est-ce pas? Alors, le titre dit tout. OK? Donc, à partir du moment où le titre a été choisi, qu'est-ce que j'ai vécu? Comment ça m'a transformé le processus d'écriture? C'est que je me suis dit, tant qu'à avoir un titre qui s'appelle No Bullshit, je ne peux pas me permettre, dans ma conscience et éthiquement pour les lecteurs, de raconter de la bullshit. En effet. Ça m'a confronté à l'obligation d'authenticité totale. Et là, ça, je venais pour, peut-être pas écrire, mais quand je préparais mon plan, ou en tout cas, on appelait ça un peu les anecdotes que j'allais présenter, des fois, j'avais tendance à mettre un peu de fiction là-dedans. Non, 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 ça, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça que j'ai vécu. C'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Donc, ça m'a amené à être totalement, à endosser totalement ce que j'ai vécu et surtout comment je l'ai vécu. Parce que la plupart de toutes les choses qui me sont arrivées, c'est arrivé par d'autres personnes, d'autres situations, mais comment je les ai vécues? Où est-ce que ça m'a amené? Et ça m'a amené à être très vrai. Or, je suis une fille qui parle de leadership depuis à peu près 25 ans, avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes dans les entreprises et tout. Puis je dis toujours que la première qualité d'un leader, c'est d'être vrai et d'être authentique. Regarde, il fallait vraiment que les bottines suivent les babines, là, ce coup-ci. C'était plus de l'enseignement que je faisais. Je me le devais à moi-même. Et ça m'a permis d'endosser mon histoire pour finalement en être fière. Fière de ce que j'ai fait avec mon histoire. Fière de comment mon histoire m'a amené, qu'est-ce qu'elle m'a amené dans le positif et non pas dans le négatif, les drames, les larmes, les burn-out, les dépressions, etc. C'est pas un livre où je fais ma thérapie. Absolument pas. Ça avait tout été fait, mais ça m'a amené à regarder avec un œil bienveillant
mon histoire, mon parcours pour me dire, hey, je suis encore sur mes deux pattes aujourd'hui, chapeau, bonne fille. Tu sais. C'est tout. Puis sans me péter les bretelles pour autant, mais de découvrir finalement que, puisque je fais de la formation et que j'ai suivi beaucoup de formations, mon vécu, ma parole vaut les livres que j'ai appris et les paroles des autres pour les enseigner. Absolument, absolument. Puis dis-moi, dans, tu sais, te dire, j'avais peur de publier, puis est-ce que ça a été ça ton plus grand défi de peser sur le piton pour faire OK, on envoie ça à l'impression, on est prêt? Est-ce que ça a été ça ton plus grand défi? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que les gens vont dire? De quoi je vais avoir l'air? Quand tu es dans le domaine, enfin, moi, étant dans le domaine des relations publiques, de la publicité, des médias pendant certains temps, l'image, c'est très, très important. Tu sais. Ensuite, je fais du coaching, je fais de la formation. Tu es supposé à détenir quelque chose que l'autre n'a peut-être pas ou qu'il est en train d'apprendre. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont voir que je suis pas si extraordinaire que ça, là, tu sais? Alors, c'est même dur de te l'avouer là, que je sais pas qui est-ce qui va entendre ça, cette entrevue-là, mais c'était mon image. Et d'autant plus, Julie, que le jour du lancement, il est venu quand même une bonne soixantaine de personnes. Je suis très, très contente de ça. On remet le livre aux gens à leur arrivée. Parfait, le livre est là. Il n'a pas encore été ouvert par quelqu'un. Et je suis là devant au micro avec Jérémy à mes côtés. Puis là, ce sont mes clients qui sont dans la salle. La majorité des gens qui étaient là sont mes clients ou mes collègues. Et là, ils avaient tous le livre ouvert. Puis j'étais comme, ah! Là, il est en train de lire tel passage. Et c'est ça la partie qui est devenue confrontante. Est-ce que, juste avant d'accepter que, OK, là, on envoie ça à l'impression, là, est-ce que ça t'a donné le goût d'abandonner le projet? T'as-tu le goût de te sauver, prendre tes jambes à ton cou puis de laisser tomber ou t'étais tellement rendu loin que tu t'es dit non, là, on est rendu, fait d'arriver, pas de niaisage, on y va. Annuler, non. Mais un petit temps d'arrêt pour mesurer l'ampleur de ce que j'étais en train de faire, oui. OK. Donc, une petite pause. Oui, oui, il y a eu une pause parce que là, je comprenais que le train partait puis je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et je ne l'aurais pas arrêté à cause d'un engagement très, très personnel face à ma fille. OK. Et comment est-ce qu'on est, hein, quand on est parent, là? Ma fille savait que j'allais faire un livre, savait sur quoi il allait porter. Et j'avais envie de compléter le processus. Complètement. De le compléter. Pas arrêter ça comme ça à la fin. Wow. Alors, pour honorer ce qu'elle voyait en moi pour écrire ce livre-là. Yes. Dis-moi, est-ce que dans, autant dans le processus d'écriture que dans le lancement et après ça, les rencontres avec les gens, les conférences, as-tu pour moi une petite anecdote cocasse ou quelque chose d'amusant qui s'est passé soit dans une conférence, soit pendant ton processus ou même à ton lancement qui t'a fait sourire dans, c'est ça, qui t'a fait sourire finalement là, ou qui t'a fait rire ou que un malaise peut-être qui s'est produit par Un rapport à malaise, ou un il n'y a rien malaise. comme, il y a rien comme Jérémy pour provoquer des malaises. Il n'y a personne comme lui. Au lancement, je vais être incomplète un peu dans mon histoire parce qu'il y a des petits bouts que j'ai oubliés, je pense bien volontairement. Euh, Au lancement, bon, j'avais tout préparé, mon blabla, hein, j'étais tout scripté, mon affaire. J'avais répété l'image, hein, la fille des relations publiques, fille de conférence, etc. Puis lui, ben, est arrivé pour faire une partie un petit peu plus conversation, hein, question-réponse. Et alors que je suis bien installé dans mon image, il arrive avec sa première question qui, encore une fois, m'a déshabillé, m'a déstabilisé ben raide. Je me suis mise à tu sais, là, bon. Puis là, j'ai dit, tu m'amènes là où je voulais pas aller, hein. Il dit oui, effectivement. Ça, c'est Jérémie. Mais c'est tellement là où il faut aller, dans ce qu'on n'a pas envie de nommer. C'est là qu'il faut aller pour écrire, je pense. Je suis Il d'accord. faut... Sinon, on va faire des articles de journaux, on va écrire dans un magazine, on va faire je sais pas, là, plein d'autres choses, plein d'autres formes d'écriture qui existent, là. Mais pour se raconter, pour faire un mémoire, un récit personnel, il faut aller au centre.
complètement. Et j'étais encore en train de tourner autour du pot au lancement. Et puis, Jérémy est arrivé avec sa casquette, là, tu sais, là, puis moi, j'étais tout tune-upé, là, ouais, donc. Et il me sort avec la question qui tue, carrément. Et j'ai été complètement déstabilisé. Et à partir de là, le reste de ma présentation, j'avais plus de texte devant moi, j'y suis allé ad lib, ça a sorti comme ça a sorti. Alors, il déclenche l'authenticité. Il déclenche En l'authenticité. effet. Puis, si aujourd'hui je prenais ton livre, parce qu'en toute honnêteté, on en a tellement que j'ai pas eu le temps de passer à travers de tous les livres qu'on a dans la maison d'édition. Si je prenais ton livre, là, Lucie, puis que je le lisais, puis que je le fermais après, qu'est-ce que j'en retire comme leçon de vie et quel changement tu voudrais que ça opère dans ma vie? C'est une grosse question. Une grosse question. C'est une grosse, grosse question parce que là, c'est comment il est reçu, le livre, là. C'est plus moi, là. C'est comment Mm, le lecteur le mm. reçoit. Fait que je vais te répondre à partir de commentaires que j'ai reçus. Donc, de leurs mots. Là, je vais piger dans ma mémoire vite, vite. D'abord, une personne qui a lu mon livre, qui elle-même a déjà publié un livre, une amie très profonde pour moi. Elle vient de prendre sa retraite, mais elle était enseignante de français au pénitencier de femmes à Joliette. Et elle a mis mon livre à la bibliothèque du pénitencier. Ouais, mon livre, il est en prison. T'sais. Là, je ne sais plus s'il est encore en prison, mais elle l'a remis plus particulièrement, elle l'a remis à une détenue qui s'apprêtait à être libérée, à sortir dans les semaines qui viennent. Puis elle lui a dit, lis ça va t'aider dehors. Ça m'a tellement... Je ne sais pas ce qu'elle a vu, elle, là-dedans, là, OK? Elle a vu, évidemment, l'histoire d'une fille qui en a bavé, puis je suppose que quand tu es en tôle, c'est parce que tu en as bavé aussi, n'est-ce pas, là? Alors, qu'il y a eu cette connexion-là de fait entre mes mots, mon histoire et une détenue qui allait être libérée, ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a beaucoup touché. J'ai quelqu'un d'autre aussi que je respecte énormément et qui est cité à la fin de mon livre dans les remerciements, qui a eu une belle façon de dire qu'il n'avait jamais vu quelqu'un qui a pris la caméra et l'a tournée vers elle-même. Hein. Wow. Qu'on n'a pas cette habitude. D'habitude, on prend la caméra pour la tourner vers les autres, hein? Hein. Mais là, de prendre la caméra et de la tourner vers moi-même pour être consciente de ce que je vis, de comment je le vis et de ce que j'en fais. C'était une tout récemment, au retour des vacances de Noël, je découvre un courriel d'une personne qui l'a lu, me disant que ça l'avait aidé énormément à passer à travers une période de transition dans laquelle elle est en ce moment. OK. Le mot qui revient, c'est le mot touchant. C'est touchant, avec tous ces synonymes, là, avec tous Absolument. les autres mots qui peuvent dire la même chose, là. C'est touchant, ça me parle, c'est vrai. Alors, bon, ceux qui n'ont pas aimé m'ont pas écrit. Alors, je peux pas faire de... tu sais, je peux pas faire la balance des choses, là, j'en sais Oui, rien. oui. Mais ça tourne autour de ça, OK. d'être touché. Il y a une psychologue qui m'a dit qu'il l'a lu et elle m'a dit c'est touchant. Et c'était pas nécessairement des gens dans ton public cible, là, que ce soit quelqu'un qui était en prison, que ce soit un psychologue ou que c'était pas nécessairement le public cible. Puis ça l'a quand Non, même touché ces gens-là. parce qu'il voyage, le livre, hein? Absolument. Il voyage. J'ai jamais pensé, moi, que quand il est tombé dans les mains de ma copine, qu'elle, elle l'amènerait au travail pour le faire lire à quelqu'un d'autre. Et son travail, c'est la prison. Quand même. Oui, et la psychologue, d'ailleurs, qui m'a donné son impression en disant c'est très, très touchant, m'a demandé est-ce que tu me permets de te passer ton livre à telle personne? Donc, s'il y en a qui ont envie de le faire lire à d'autres, c'est qu'il apporte certainement quelque chose. Ben, certainement que oui. Autrement, on le ferait pas. Hein? Oui. Le quoi exactement, qu'est-ce qu'il apporte? Ben, il faudrait peut-être que j'aie plus que je fasse un petit peu plus de recherche dans les courriels que j'ai pu recevoir, mais dans tous les cas, c'est les gens sont touchés. Les gens voient que on peut vivre des grands, oui, des grandes épreuves, on va dire des grands moments, là, Oui, euh, et on peut être conscient quand même pendant qu'on les vit, tout à et fait. de là faire des choix. Mm, tout à Qu'est-ce que je fait. fais avec ça? Tout à fait. Si aujourd'hui, je me présentais à toi, Lucie, puis je te disais, hey, moi, j'ai le goût d'écrire un livre, là, mais
j'ai trop peur, j'ai peur de me faire juger, ça ne marchera pas mon affaire. Qu'est-ce que tu me dirais pour me donner le coup de pied dans le derrière que ça me prend pour, pour me lancer dans le processus d'écriture et d'édition? La réponse est cliché, mais tellement fameux pourquoi. Le fameux pourquoi. Le fameux pourquoi. Pourquoi tu veux l'écrire? Oui. Pourquoi tu veux l'écrire? Pourquoi? On parle même pas de publication. Commence par l'écrire. Oui. Hein. Moi, Oui. je simulais des entrevues et tout le monde en parle, je n'avais pas encore écrit une ligne, tu sais. Qu'est-ce que je vais répondre à telle question? Wow, là! J'avais même pas abattu le mur de mes résistances pour écrire une ligne de ce livre-là, j'entends. Alors donc, pourquoi? Et moi, ma réponse, c'était aussi simple que de dire pour dire. J'ai envie de dire ce qui a été. J'ai envie de dire. C'était pas pour régler des comptes, c'était pas pour rien, c'était pas pour devenir célèbre. J'ai juste envie de dire. Même pas pour me défouler, pour me libérer, parce que ça avait déjà été fait, tout ce processus-là. Mais pour accuser réception de ce que j'ai vécu, pour mettre ça sur papier. Et d'ailleurs, la première version de mon manuscrit, aussitôt que la version finale a été terminée, les deux premières versions, je me suis empressée, c'était à l'été, avant la publication, d'aller les brûler. Allez les brûler. Je pense que ça m'a fait plus trembloter d'aller brûler les premières versions de mon manuscrit dans le foyer dehors. Je trouve que ça a fait une boucane du diable, cette affaire-là. Tu sais, puis c'est ça, ça partait en boucan. Yes. Tu sais. Pas dans le but de renier, pas dans le but d'oublier. Je ne peux pas l'oublier, il est ici maintenant. Tu sais. Absolument. La meilleure version est ici. La meilleure version. OK, ça nous rassure quand même. Oui, 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 oui. La meilleure version. Alors, pourquoi tu veux écrire? Pourquoi? Parce que tu es révolté? Parce que je connais des blogueurs qui écrivent des blogs super le fun, intéressants, mais parce qu'ils sont révoltés, c'est une forme de dénonciation qu'ils veulent faire. Ton pourquoi si est clair, c'est plus facile de t'y mettre. Dans le sens que quand ça ne te tente plus, quand tu manques de motivation, quand tu as envie de lâcher, pour toutes sortes de raisons, tu es occupé, je remettais mon pourquoi devant mes yeux, puis je me disais, comment je vais me sentir si je manque à ma propre parole? Donc, c'est un engagement vraiment envers moi-même. Wow. Est-ce que tu te racontes de la bullshit, Lucie, à dire que tu veux écrire un livre? Es-tu capable de te bullshiter jusque-là? T'sais, Quand même. Quand même. tant qu'à se poser les vraies questions, je suis capable de Ben m'en oui, poser aussi des vraies questions. absolument. Alors donc, ben, j'avais juste le titre du livre sous les yeux. Et mon pourquoi? Pour dire. No bullshit pour dire. Et avec ça, ben maintenant, gère ton temps puis mets-toi au travail. Puis si tu croisais quelqu'un qui te demandait avec qui faire affaire pour justement l'écriture de son livre, l'édition et tout ça, pourquoi est-ce que tu recommanderais le Gardien de phare slash la maison d'édition Un million de rêves plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que Euh, c'est unique dans... ben, l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement. euh, j'ai déjà eu quelques expériences, pas de nombreuses, avec des grandes maisons d'édition. Tu envoies ton manuscrit, ça te prend un temps même avant de recevoir un accusé de réception. Tu n'es pas sûr s'il n'est pas tombé quelque part. C'est bon. Alors, donc, il y a une proximité. Au départ, là, il y a une proximité, et avec Jérémy, et donc Jérémy et son équipe, c'est la maison d'édition. Alors, il y a la proximité, il y a l'ouverture, puis il y a la qualité de l'accompagnement. Regarde, c'est très humain. OK? Jérémy est un gars très humain, très humain. Et le restant de son équipe également, il en fait partie, et l'autre Julie également, et tout. Donc, c'est la proximité. Et je pense qu'il aime bien l'image ou le mot de famille quand il parle de la maison d'édition. C'est à l'esprit de la culture de son entreprise. C'est familial. Alors, pourquoi je recommanderais pour ça? Évidemment, tout le processus de production du livre est prise en charge. Euh, le réviseur, le graphisme, la maquette, l'impression, etc., c'est pris en charge. Tu conserves tes droits d'auteur, il a des droits de commercialisation, mais les droits d'auteur te restent. Alors, ce sont là des avantages que tu ne retrouves pas dans les grandes maisons d'édition. Tu n'as pas la distribution des grandes maisons d'édition, mais si c'est pas ça que tu cherches,
à ce moment-là, tu es à la maison, d'une certaine façon, là. Oui. Tu es à la maison avec 1 million de rêves puis le gardien du phare. Mais Ben, je travaille avec des gestionnaires de grandes entreprises. La business, c'est la personne qui la dirige en effet. ou l'équipe qui la compose. Je travaille avec des entreprises de 80, 100, 150 employés. Ils sont là pour le gars ou la fille qui est à la tête de ça et avec son équipe. Alors, c'est pareil ici aussi, là. Donc, c'est cette proximité-là qui fait que je recommanderais 1 million de rêves puis le gardien du phare. Merveilleux. Puis dis-moi en un mot ou une phrase, des fois c'est plus simple en une phrase, là. Comment tu décrirais en totalité ton aventure en tant qu'auteur? Un mot, une phrase. Comment tu décrirais ton aventure en tant qu'auteur, gardien de phare? Conséquente. Conséquent. Il y a un avant et un après, Oui. particulièrement à cause de mon titre. Cette obligation à l'authenticité que je me suis vu naturellement exercer pendant l'écriture me reste maintenant dans ma façon de faire des formations et des conférences. Littéralement. Ça me suit dans le restant de ma vie professionnelle, puis de ma vie tout court. De Ma vie vie tout personnelle court. aussi, ça a un impact aussi de vie personnelle. Oui. Oui, 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 oui. Au niveau de la famille, j'ai eu un petit moment ben, pas d'inquiétude, mais de réserve, parce qu'évidemment, je raconte mon histoire. Mon histoire, elle n'est pas facile, puis j'ai des frères et des sœurs. Alors, mes parents sont décédés, mais je me disais, comment eux vont-ils réagir? Parce qu'il y a des grands bouts, mais il y a des bouts de ce que je raconte qu'ils ont vécu également. Puis il y a des bouts où c'est ma vie à moi qui ne l'ont pas vécu. Comment ça va être reçu? J'ai eu cette pudeur-là à leur égard. Je leur ai fait bien attention dans mon récit également, de plusieurs façons, mais ça a été très, très bien reçu. Très, très bien reçu. Et j'ai senti qu'il y avait comme une espèce d'adhésion de mes frères et sœurs, rassemblement autour de ce qui a été notre parcours de vie familiale, dans le fond. Fait que On juste ça, c'est le Bien bon. que ça, Juste ça, c'est bien le que ça. bon. En terminant, Lucie Marois, as-tu quelque chose à ajouter ou un truc que tu aimerais nous parler que je n'ai pas effleuré dans notre rencontre? La valeur inestimable de l'expression. Si j'avais, pas si j'avais, je donne un paquet de conseils dans ma job. Exprimez-vous. Parlez, écrivez, chantez, composez de la musique, n'importe quoi, la valeur de l'expression. Ça a toujours été, et je trouve que c'est encore plus nécessaire dans cette société qu'on vit actuellement, où l'anxiété nous pousse à chaque coin de rue pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Euh, il y a moyen de rester à peu près sain d'esprit dans l'univers dans lequel on vit actuellement, pourvu que l'on s'exprime, pourvu que l'on communique, pourvu que l'on connecte. Et tous les moyens sont bons. Les mots sont parmi les meilleurs, les notes de musique également. La couleur, la peinture, le dessin, peu importe, mais s'exprimer est essentiel aujourd'hui. Ici, en plus, l'écriture, c'est une expression, un moyen d'expression très solo. Faire du théâtre, tu es en répétition, t'es avec d'autres mondes, etc. Mais l'écriture, c'est très, très solo. Alors, si on peut trouver une façon, et ça aussi, c'est un avantage avec Gardien du Phare, 1 million de rêves, ces rencontres, comme tu le fais actuellement, où on est plusieurs auteurs ensemble, pour briser cette solitude-là de la démarche d'écriture, ça vaut de l'or, absolument. Mais exprimons-nous. Merci, merci tellement, Lucie Marois, d'avoir participé à cette entrevue et de t'être ouverte à moi, finalement, parce qu'on se connaît sans se connaître, hein. Alors, merci de cette authenticité-là qui est le reflet parfait de ton livre, No Bullshit. Alors,